Bienvenue dans Point de vue, bienvenue dans ce nouveau débat, 50 minutes de débat sur l'actualité. L'actualité qui nous vient aujourd'hui de Séoul. Depuis la Corée du Sud, François Hollande s'en prend vertement à Emmanuel Macron. L'interdiction de parler de politique française à l'étranger, c'était sans doute le vieux monde. Le monde de la pauvreté, celui-là, il ne disparaît pas. Il peut être jeune, il serait 3 millions d'enfants en France à vivre sous le seuil de pauvreté. C'est aujourd'hui la journée du refus de la misère. De la bonne conscience à peu de frais, on va en parler. Le scandale Weinstein continue aux États-Unis où par ricochet il atteint Donald Trump et en France où le hashtag Balance ton porc sert d'exutoire à des milliers de femmes qui se décrivent victimes de harcèlement sexuel. Enfin, une autre polémique bien franco-française, celle-là. Où va l'argent des radars? Eh bien, pas forcément là où on le croit, vous allez le découvrir. Bonjour André Berkoff, merci d'être avec nous. Vous êtes écrivain, journaliste, vous animez notamment une émission quotidienne sur Sud Radio et vous êtes l'auteur de Donald Trump, les raisons de la colère. C'est paru chez First en 2016. Exact, oui. Bonjour Jean-Marc Four, vous êtes directeur de la rédaction de France Inter. Merci également d'être avec nous. Et côté Figaro, j'ai le plaisir d'accueillir Cécile Crouzel, journaliste, chef adjointe du service macroéconomie France et donc grande spécialiste du budget. Bonjour Cécile. Bonjour. Bonjour Guillaume Perrault. Bonjour. Vous êtes journaliste aux pages débat du Figaro. Merci à tous les quatre. Merci aux internautes qui nous ont déjà rejoints. Alors, le budget, et faut-il écouter François Hollande, de Séoul, il se rappelle donc au bon souvenir de son successeur, et ce, en plein début de discussion sur le budget à l'Assemblée nationale. Entre l'ancien et le nouveau président, les histoires d'argent tournent toujours mal. On regarde François Hollande, ce n'est plus une pique contre la politique d'Emmanuel Macron, c'est une attaque au bazooka. Si dans un pays, l'idée s'installe qu'il y a finalement une fiscalité allégée pour les riches et alourdie pour les plus modestes ou pour les classes moyennes, alors c'est la productivité globale du pays, c'est la capacité qu'il a à se mobiliser pour son avenir qui se trouve mise en cause. Je pense qu'il est utile d'avoir une fiscalité juste. Jean-Marc Four, il joue à quoi François Hollande? Il veut voler la vedette de meilleur adversaire d'Emmanuel Macron à Jean-Luc Mélenchon? D'abord, pour ceux qui pensaient qu'il allait se taire, c'est raté. Il ne peut pas s'en empêcher. Je crois que quiconque connaît François Hollande n'est pas surpris parce que voilà, il aime parler, donc il parle. Première chose. Deuxième chose, je suis tenté de dire qu'il a, c'est un peu une formule, mais qu'il a économiquement tort et politiquement raison. Économiquement tort parce qu'on ne peut pas dire qu'on puisse porter à son crédit une relance spectaculaire de la croissance et de l'emploi lors de son quinquennat. Donc il n'est pas nécessairement le mieux placé pour donner des leçons à Emmanuel Macron. Politiquement raison dans le sens où quand il alerte sur le fait que, attention par exemple aux classes moyennes, il soulève un point intéressant. Pour l'instant, on va dire politiquement, Emmanuel Macron tient en partie parce qu'il y a une proportion importante de la population dans les classes moyennes qui adhèrent à son raisonnement. Ça ne durera peut-être pas éternellement, donc il faut qu'il fasse attention. Effectivement, il ne peut pas s'empêcher de donner des coups de griffe. Écoutez, après la volée de compliments que lui a fait Emmanuel Macron dans son interview à TF1, il ne pouvait que répondre. Mais enfin, la dispute ne date pas d'hier. En fait, il ne faut jamais oublier que c'est François Hollande qui a porté Macron sur les fonds baptismaux, à l'Élysée d'abord, au ministère ensuite, et que Macron était un peu le fils naturel de la finance et de François Hollande. Après, il y a eu rupture à la demeure parce que Macron a bien montré, sur le fond et sur la forme, qu'il entendait se détacher, et encore plus de ça, de son prédécesseur. Et il n'a pas manqué de lancer des piques. Donc, François Hollande lui répond, je ne sais pas s'il faut accorder plus d'importance que ça à la voix de la résistance à Séoul. Bien joué politiquement, nous disait Jean-Marc Four. Vous êtes d'accord, Guillaume? Non, je trouve ça un peu mesquin de saisir l'occasion d'une conférence à l'étranger pour régler des comptes. Il aurait pu attendre au moins d'être en France. C'est sûr qu'après ce qu'a dit Macron... Il nous a dit qu'il n'avait pas écouté, en tout cas, il a fait dire qu'il n'avait pas écouté l'interview de dimanche soir d'Emmanuel Macron. Eh oui, le croira qui voudra. Il y avait quand même jadis, en effet, mais c'est certainement, comme vous l'avez dit, un réflexe du monde d'avant, un usage qui était quand même de s'abstenir à l'étranger de ce genre de polémique. Qui a déjà été franchise. Oui, mais vous savez, j'ai compris par Emmanuel Macron. On a tous quand même. Bon, voilà. On a tous des souvenirs de Manuel d'histoire. Churchill, quand il était à l'étranger, il a fait un discours à Fulton dans le Missouri qui a marqué l'histoire. Et Hollande, lui, il aura sa pique sur Macron en Corée du Sud. On a changé d'époque. Bon, bah,
je ne suis pas sûr qu'il en sortira particulièrement grandi. Cécile Crousel, on va le voir sur le fond, mais sur la forme, vous rejoignez ce qu'il a, il a raison ou tort Sur la forme, c'est de bonne guerre, parce qu'effectivement, de toute façon, Emmanuel Macron l'a attaqué assez directement dimanche soir. Moi, je trouve le problème, c'est surtout le fond, c'est-à-dire ce qu'il dit est faux. Voilà, c'est qu'en fait, alourdi pour les plus modestes et les classes moyennes, c'est complètement faux. Donc, bon, il y a quand même un problème, on peut raconter aussi sur n'importe quoi, hein, mais effectivement, c'est allégé pour les plus riches, mais la fiscalité n'est en aucune façon alourdie pour les classes moyennes et les plus modestes. Au contraire, il y a un allègement de la taxe d'habitation, on est pour, on est contre. La bascule entre la CSG et les cotisations salariales, ça fait baisser. Et il y a une étude qui montre voilà, que il y a une classe sociale qui voit sa fiscalité alourdie pendant le quinquennat, si on en reste aujourd'hui, c'est ceux du 9e décile, c'est les gens. On divise la population, on dit parties, et c'est ceux qui sont l'avant-dernier plus haut, plus riches. Donc en fait, c'est les avant-derniers plus riches qui seront souligné dans le Figaro. C'est les classes moyennes, supérieures qui vont voir leur pouvoir d'achat baisser de 0,2% sur le quinquennat. Tout le reste, ils gagnent. Donc après, on peut ne pas croire les chiffres, on peut voilà, mais on peut aussi raconter n'importe quoi à longueur de journée. Voilà, moi c'est ça qui me choque. Vous le disiez, André Berkoff. Emmanuel Macron n'a eu de cesse depuis l'été de se démarquer et de ne surtout pas être le fils spirituel de François Hollande. Il a réussi maintenant ? Bon, il a réussi, il faut attendre des résultats. Je m'inscris un tout petit peu en faux dans ce que vous avez dit. Vous avez dit que seuls seront touchés les classes supérieures et les autres non. Attendez, les retraités à 1 400 € par mois, est-ce que c'est vraiment des sommes folles et ce sont des gens qui roulent sur l'or? Oui, je vous accorde un moment là-dessus. Ben oui, mais je veux dire, il y a quand même quelque chose qui se passe. Mais on ne peut pas dire que c'est les classes moyennes et les classes modestes. En aucun cas. Vraiment, il y a une hausse de la prime d'activité, il y a une baisse de la CSG, etc. Sur les retraités, il y a un sujet. Sur les retraités, il y a un vrai sujet. Mais je veux dire, il ne faut pas traiter les choses et ne pas voir tout le reste. C'est l'ensemble du paysage qu'il faut voir. Moi, je vais vous dire, les agriculteurs à 350 € par mois, un tiers des agriculteurs, etc., etc., il y a quand même du pain sur la planche. Alors, on ne peut pas le reprocher à Macron, mais dire que tout va bien et qu'une baguette magique, il est en train d'arranger la société française, je n'ai pas du tout dit que tout allait bien. Soyons légèrement modestes là-dessus. Là, vous me dites quelque chose que je n'ai pas dit. Je n'ai pas du tout dit que tout allait bien. Je vous ai dit la critique de François Hollande disant on alourdit. C'est bon, c'est on alourdit la fiscalité pour les plus modestes et les classes moyennes. Effectivement, un gouvernement de retraite est faux, factuellement. Oui, mais n'oubliez jamais. Ah oui, moi je maintiens que c'est faux. Et ça, on peut aussi effectivement signer. Voilà, on peut dire que cette table n'est pas une table, mais bon, n'oublions jamais que François Hollande a été le seul vrai emploi fictif de ces 5 dernières années. On a Pascal qui nous a rejoint, il ne dit pas si c'était un emploi fictif ou pas, mais il dit François Hollande devrait adopter un droit de réserve et être plus silencieux. Effectivement, je revenais sur l'idée, il ne peut pas s'empêcher de parler, ce que vous soulignez les uns et les autres. On l'a vu, il veut notamment apparaître, pouvoir éventuellement peser sur le PS. Il n'arrête pas la politique, Guillaume Perrault. Non, mais justement, tout ça fait quand même pas très... Ça montre pas une grande élévation, je suis désolé, mais normalement, un ancien président se consacre à des œuvres pour le long terme. Il y a sa fondation aussi. Voilà, il y a sa fondation, certes, et les anciens présidents aux États-Unis, en général, essaient de prendre de la hauteur, de réfléchir à l'avenir. Ou alors, je reprenais l'exemple de Churchill, vous me direz que je place la barre très haut, mais quand il a été battu sèchement par les travaillistes en 1945, il a pris son bâton de pèlerin, il a fait des conférences aux États-Unis ou en Suisse, et à cette occasion, il a alerté sur le rideau de fer qui était en train de se dresser. Ça avait quand même une autre allure. Sarkozy est intervenu dans le débat politique. Est-ce que c'est pas aussi oui, c'est vrai. Churchill, il s'en est d'ailleurs pas. Ça n'a d'ailleurs pas rencontré le soutien des sympathisants de droite qui finalement l'ont sèchement remercié à la primaire. Donc, à mon avis, quand c'est terminé, il vaut mieux tourner la page et prendre de la hauteur que de s'engluer dans les polémiques quotidiennes. Mais c'est François Hollande, pardon de le dire et de le répéter, mais c'est François Hollande. C'est-à-dire que François Hollande aime commenter. D'aucuns diraient c'est un commentateur, un meilleur commentateur qu'acteur. C'est sûr. Il aime commenter, il a toujours aimé commenter, il aime parler, il aime discuter évidemment avec les journalistes, tout le monde le sait, et il aime commenter, voilà, donc il commente. Vous faites pas des chats avec des chiens, donc il est comme ça. Il est sûr que tous les journalistes ont des souvenirs. Il était extrêmement accessible quand il était premier secrétaire du PS. Je me souviens de journées parlementaires à Nevers il y a plus de 10 ans. Même comme président. Où on avait
il était tellement pourvoyeur d'anecdotes et d'analyses intéressantes, d'ailleurs très intéressantes et intelligentes, que parfois on avait l'impression qu'il aurait fallu co-signer les papiers qu'il essayait d'orienter. Et on avait effectivement le spectacle de cette espèce de jubilation qu'il y avait chez lui à commenter ou à aussi montrer ses talents d'imitateur. C'est une de ses facettes, il imite très bien les gens, donc il sait très bien flatter les journalistes et les mettre dans sa poche. En tout cas, on a aussi vu les limites de cet état d'esprit, parce qu'une fois qu'il est devenu président, il a continué ce qui avait fait son succès jusqu'alors, alors qu'en fait, on attendait tout autre chose de lui. Parce qu'il n'était que ça. Il était que ça. Il était commentateur de sa propre inaction. Un ex-président ne devrait pas dire ça, c'est ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Mais en fait, le problème de François Hollande, ça a toujours été ça. Cela dit, vous savez très bien que la politique est une drogue dure, malheureusement. Même quand on n'est plus là, on est toujours là. Tant qu'on n'est pas mort par encéphale-plat ou par crise cardiaque, on est là. Ça, en France en particulier. Regardez Mitterrand, les 3 fois on l'a laissé pour mort sur le terrain et il est revenu. C'est ça. La question du jour posée aux internautes du Figaro est toujours d'ailleurs, François Hollande peut-il revenir dans le débat politique? Et la réponse est non à 89% sur environ 15 000 votants pour le moment. Donc effectivement, plutôt une unanimité, mais ça dépend aussi comment on comprend la question, parce que dans le peut-il, il y a deux compréhensions possibles. Je crois que les enquêtes montrent que les Français ne souhaitent pas, en tout état de cause, au-delà des lecteurs ou internautes du Figaro, que les Français ne souhaitent pas qu'il revienne dans la vie politique. Je pense que les enquêtes le démontrent assez largement. Oui, mais de peser sur le débat, d'effectivement tirer les ficelles de ce que sera la lui, il a envie. Nous avons Marie qui nous dit que 5 mois plus tard, peut-on dire qu'Emmanuel Macron est toujours le fils de Hollande? Effectivement, on a partiellement répondu à cette question. Sur le fond, on va l'aborder. Est-ce un budget pour les riches, un budget équilibré, un budget qui fait encore la part belle à la dépense publique? Pour Éric Woerth, ancien ministre de Nicolas Sarkozy et président de la Commission des Finances, ce budget, c'est avant tout une usine à gaz. Écoutez-le. C'est de la gesticulation fiscale et sociale, et on se demande surtout à quoi ça sert. À quoi ça sert de prendre comme ça, en direct, les fonctionnaires en leur disant « vous gagnez trop à partir de 1200, on ne sait plus si c'est 1200 ou 1350 euros, vous gagnez trop, il faut réduire votre train de vie parce qu'il faut bien que les actifs gagnent un peu d'argent ». À quoi ça sert? En quoi ça va bouger un 10e de point de croissance dans notre pays? En rien, mais strictement en rien. C'est injuste et ça ne sert à rien. Cécile Crousel, c'est de la gesticulation. Il y a en tout cas, je pense qu'ils ne sont pas très à l'aise certains LR, sur certains points, certaines mesures sur l'ISF et sur la taxation des revenus financiers, la fameuse flat tax, c'est des mesures qu'ils auraient voulu faire et qu'ils n'ont jamais faites. Hein, donc voilà. Donc ils cherchent l'angle d'attaque, ils l'ont pas toujours trouvé là-dessus. Sur l'ISF, ils sont quand même pas très à l'aise. Bon, c'est un peu... Voilà, après... La bascule entre la CSG, tout ce patouillage, effectivement, c'est assez complexe. L'idée, c'est d'alléger un peu le coût du travail. Bon, c'est pas limpide. C'est pas limpide pour le commun des mortels. Ça, c'est un peu des. Bon, ça, on peut l'accorder. Ça fait un gain de pouvoir d'achat pour les actifs. Bon, très bien. Guillaume, on n'est pas certain que Éric Woerth et les autres, les républicains, sont un peu c'est vrai. Alors, bien sûr, ils ne peuvent que dire il va pas assez loin. Il faut être et en rajouter en disant, par exemple, il aurait fallu abroger l'ISF complètement, ce que d'ailleurs je trouve tout à fait sensé. Parce qu'il y a un paradoxe dans cet ISF, c'est que Macron réussit à mécontenter beaucoup de monde. Une partie des couches populaires qui sont heurtées par cette mesure, il donne aussi un argument à gauche contre lui, et en même temps, il rend fou de rage ceux qui vont rester assujettis à l'ISF et qui, paradoxalement, sont souvent moins fortunés. Ils sont aisés, bien sûr, mais sinon ils ne paieraient pas l'ISF, c'est entendu, mais ils ne sont pas pour autant riches. Entre aisés et riches, il y a des nuances. Et donc, on a le sentiment qu'il veut promouvoir un modèle de réussite sociale qui, finalement, ne peut pas fédérer beaucoup, parce que ça s'adresse nécessairement à des gens trop peu nombreux. Et ça, c'est un problème, parce que ça se détache trop ostensiblement des traditions françaises. Il y a déjà le rapport catholique compliqué avec l'argent, qui fait qu'on a ce fameux tabou de l'ISF. On peut s'épuiser à argumenter économiquement sur la nécessité de le supprimer. Bon, c'est toujours difficile. On a vu à quel point le gouvernement paraît tout à fait démuni
face aux attaques du président des riches. Tous les députés En Marche à l'Assemblée, qu'on nous avait présentés comme des entrepreneurs dynamiques de la société civile, vous allez voir ce que vous allez voir. Moi, je ne les ai pas beaucoup entendus pour défendre répondre aux attaques qui sont adressées sur Macron. Et finalement, la tradition française qui veut quand même qu'un travailleur indépendant qui a bien réussi dans sa vie, qui a bossé comme un damné avec son épouse par exemple, et qui se retrouve assujetti à l'ISF, et normalement, quand il est propriétaire d'un bel appartement, il ne peut pas espérer arriver plus loin socialement, il se sent pas dans le champ de vision de la réussite de Macron. C'est ça qui est très étonnant. Du coup, il est vexé. Oui. C'est ça, une demi-mesure, la suppression partielle de l'ISF qui fait beaucoup de mécontents. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur la distinction entre politique et économique. Il y a un risque politique pour ces raisons-là, même à court terme. Après, d'un autre côté, il y a un calcul économique dont seul l'avenir nous dira s'il est pertinent ou pas. C'est la fameuse théorie du ruissellement. Enfin, lui, il appelle ça premier de cordée, mais enfin, appelez ça comme vous voulez, c'est à peu près la même idée. C'est que en exonérant tout ça, on va faire redescendre l'investissement en cascade. Et que donc ça va porter ses fruits économiquement dans, donc, si on a bien compris, 1 an et demi ou 2 ans. Bon, il faut que ça tienne politiquement d'ici là aussi, si tant est que ce calcul économique soit pertinent. Mais ça, l'avenir nous le dira. Oui. On a juste Marie qui continue de nous suivre, pardon, André Berkoff. Bien, Marie, je dis, Marie qui s'interroge, Éric Woerth avec 3 points d'interrogation, quel résultat en 5 ans? Dès que la droite est un peu accordée. Il y a quand même un problème avec Emmanuel Macron, c'est que à un moment donné, il s'avance et puis il fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Je m'explique. Sur l'histoire, on parlait qu'il vraiment se séparait de son prédécesseur, ou en tout cas qu'il vraiment marquait la frontière. Or, moi j'étais absolument frappé. Il a recommencé à parler de date pour l'inversion de la courbe du chômage. Vous vous rappelez quand même le syndrome Hollande de 2013. Lui, il dit dans 1 an et demi, 2 ans, vous allez voir. Ce qui est extraordinaire, parce qu'il sait ça. Macron, il est tout sauf bête. Il est tout sauf ignorant. L'explication, c'est qu'à un moment donné, et je crois qu'il y a vraiment ce problème de ce piège, il est obligé de parler, donc de s'expliquer, etc. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un commentaire. La question lui est posée, reposée, donc il finit par craquer. Donc il finit par dire, écoutez, je vais être obligé de. Il y a ça, par exemple. Il y a aussi tout ce problème de cette France périphérique, vous savez, tout ça. Et en fait, il est obligé, et moi je crois que, je ne reviens pas à la forme, mais moi ce qui m'a frappé, c'est qu'on est obligé en 1 heure, en 70 minutes d'aborder tous les sujets. En fait, il ne peut pas aborder tous les sujets, il aborde la moitié, et il n'approfondit pas. Donc on est resté, vous voyez, quand vous dites, et vous avez tout à fait raison, bon, l'avenir dira ce qu'il se passe, mais pourquoi prend-il des engagements ? Moi, j'ai été très frappé de ça. J'ai dit, voilà, le Hollande sort de ce corps. Il crée son propre piège, ça c'est sûr. C'est fou, quoi. Est-ce qu'il ne l'a pas fait aussi sur Guillaume Perrault, par exemple? C'est pas le sujet du budget, mais c'est l'histoire des clandestins délinquants qu'il promet d'expulser, alors qu'on sait que c'est plus compliqué. Est-ce qu'il ne s'est pas aussi un peu, là, en disant, faisait un petit peu le fier-à-bas, en disant, je vais tous les mettre dehors demain. Il a quand même dit que ça serait compliqué aussi, je crois. Enfin, il a eu une formule... pourquoi le dit-il? Il est quand même obligé de réagir à la polémique qui est née de l'affaire de Marseille. Sauf que ça fait 10 ans, comme vous le savez, que personne n'a rien fait là-dessus. Et on a l'impression, d'ailleurs, vous avez vu que la loi... Mais je ne peux pas reprocher à Macron d'annoncer un effort dans ce domaine. Il y avait quand même... Mais effectivement, maintenant, je pense que l'opinion va être beaucoup plus exigeante sur les questions techniques. C'est-à-dire les fameux laissez-passer consulaires. Est-ce que vraiment la jurisprudence européenne est trop contraignante? Ou en tout cas, est-ce qu'elle est appliquée de façon trop tatillonne par la France ou par les juridictions françaises, alors que nos voisins en auraient une interprétation différente, il y a une circulaire par exemple, qui vient d'être envoyée aujourd'hui au préfet pour leur rappeler justement et les inciter, je crois, à effectivement expulser les délinquants. Et n'oublions jamais que 3% sont expulsés actuellement. 3%. Donc, il ne faut pas oublier que c'est très compliqué, même selon la loi. Avec le problème des pays d'origine qui refusent d'accueillir. Le sujet est complexe, on le sait. Effectivement, toujours, vous voyez, Julien qui nous dit, s'interroge comme nous, pourquoi se met-il, Emmanuel Macron, dans le piège du timing sur les résultats? Devait-il esquiver la question? Alors, il y a un autre sujet dans les affaires économiques budget et qui fait beaucoup parler, c'est celui de ce projet de bonus-malus appliqué aux entreprises. L'idée est de taxer celles qui ont largement recours aux contrats
courts, c'est-à-dire de type CDD. Le patronat ne veut pas en entendre parler. Regardez ce qu'en dit Pierre Gattaz, le président du MEDEF, c'était ce matin sur Europe 1. On a déjà montré que c'était une absurdité. C'est un accord professionnel de 2013 qui a surtaxé les CDD. On a vu que ça n'avait eu aucune influence. Ça n'a pas rapporté grand-chose. Ça n'a pas rapporté grand-chose, donc on l'a supprimé. Et les accords que nous avons signés sur l'assurance chômage au printemps dernier avec les partenaires sociaux, eh bien, on est tous d'accord, ça ne sert à rien de taxer des contrats courts. Ça affaiblit des filières, des secteurs très porteurs d'emploi, très demandeurs d'emploi. Je parle de la restauration, je parle du commerce, je parle de l'hôtellerie, je parle de l'événementiel. Jean-Marc Faury, il a raison, Pierre Gattaz, ça ne sert à rien de taxer les contrats courts. Il y a un sujet sur les contrats courts. On ne peut pas nier qu'il y a un sujet. C'est la première chose. Ils ont quand même doublé en 15 ans. 87% des taux aujourd'hui, 87% des embauches. Il y a un sujet. On ne peut pas nier non plus que dans certains endroits, il y a un comportement qui est limite. Je suis sûr qu'on en connaît tous, par expérience personnelle. C'est-à-dire un contrat qui pourrait par exemple durer 2 mois, mais on va faire 15 jours, puis on va arrêter quelques jours, puis on va recommencer 15 jours, alors qu'en fait on pourrait faire 2 mois dès le départ. Donc ça existe. Donc on ne peut pas nier que le sujet existe. Après, est-ce qu'une modification de cette taxation avec ce système du bonus-malus est efficace? Effectivement, jusqu'à présent, ça n'a jamais vraiment marché. Enfin, en tout cas, dans le système français, ça n'a jamais vraiment marché. Parce qu'aux États-Unis, il y a quelque chose qui s'en rapproche un peu. Ça s'appelle Experience Rating, je crois. Et ça marche un petit peu comme ça. Donc, il faut peut-être regarder plus précisément comment font les Américains. J'avoue que je ne suis pas assez compétent sur le sujet. Ce qui est vrai, c'est qu'en France, ça n'a jamais vraiment porté ses fruits. Cécile Courzel. Effectivement, ça n'a jamais porté ses fruits parce que le bonus aussi parce que la surtaxation des contrats courts était assez limitée, donc du coup ça a rapporté 70 millions d'euros. C'était pas dissuasif ou quoi? C'était pas du tout dissuasif, c'est-à-dire que dans les 87% d'embauches qui se font en CDD, ce qui se passe, c'est que c'est en nombre d'embauches. En fait, on a des CDD de plus en plus courts en France depuis une quinzaine d'années, donc sur 2 jours, 3 jours, 1 semaine, etc., et qui multiplient les embauches du coup. Donc vous êtes embauché 4 fois dans le mois, vous êtes embauché 1 fois si vous faites 4 CDD en 1 semaine. Donc il y a vraiment un problème. Ils ont essayé de le résoudre dans leur dernière convention d'assurance chômage en mars, parce qu'en fait, il y a tous ces abus, parce qu'aussi l'assurance chômage indemnise contre les contrats. Et donc c'est elle qui paye les pots cassés. Donc il y a un réel problème. Après, ce qu'on peut craindre, moi je crois surtout sur cette taxe, sur le système là, proposé par le gouvernement, c'est l'usine à gaz, quoi. Un truc super compliqué pour arriver à mesurer qui est vertueux, qui ne l'est pas, qui abuse pas. Enfin, ça peut être quand même assez compliqué. Hein. Comme système. Hein, je me retrouve tout à fait dans ce qui vient d'être dit. J'ajouterais simplement ce paradoxe, c'est qu'on nous dit qu'aux États-Unis, ce système fonctionne mieux. Est-ce que ça serait parce que, paradoxalement, le licenciement est beaucoup plus simple et qu'il y a une économie beaucoup plus libérale qui fait que quand, pour une fois, l'État intervient, il est plus facile de mesurer l'impact d'une intervention étatique dans le fonctionnement de l'économie, du marché du travail, je ne sais pas, mais c'est quand même assez curieux de se voir opposer l'exemple américain en disant chez eux ça marche. Oui, mais c'est parce que justement l'exemple américain, le fondement et l'ADN n'a rien à voir avec le nôtre. En fait, tout se passe pour nous. C'est comme s'il y avait une espèce de cabriole. C'est pas Danse avec les stars, c'est Danse avec les stars sur un filet de sécurité. Le filet de sécurité, c'est l'État. Vous avez parlé effectivement de l'assurance chômage qui vient compenser les choses, vous en avez parlé aussi, c'est vrai. C'est-à-dire, allons-y, essayons, faisons des cabrioles, et puis en tout cas, l'État payera. L'État, sauf que c'est nous. Vous vous rappelez, c'est la phrase de Hollande, hein, ça ne fait rien, l'État payera. Quelque part, on a l'impression qu'on se dit, allez, on va tenter des choses, ça va marcher, ça va marcher, mais de toute façon, on va se retrouver sur l'assiette des dépenses publiques. Et quelque part, c'est très très malsain. Autre sujet, c'est aujourd'hui la 30e journée mondiale du refus de la misère. Emmanuel Macron a reçu des associations à déjeuner aujourd'hui à l'Élysée, puis il a ensuite visité une crèche qui accueille des enfants défavorisés. N'est-ce qu'un passage obligé pour un président? Le reste du temps, les politiques se tiennent-ils à distance des pauvres? La présidente d'ATD Quart-Monte, Claire Hédon, était ce matin sur RTL et elle en parlait. Dans notre inconscient collectif, on a cette idée que qu'est-ce qu'ils ont fait pour être dans cette situation-là et ils font pas grand-chose pour s'en sortir. Il y a la pauvrophobie, c'est le terme qu'on a utilisé. Moi, mes débuts dans le mouvement, il y a 25 ans, quand j'étais comme ça en face de familles en situation de précarité, mais j'étais super mal à l'aise, j'avais peur de dire des bêtises, c'était tellement loin de mon monde et c'est ça qu'on veut aussi. Il faut que le politique bouge, mais il faut aussi que la société se rencontre. Et moi, je dois vous dire que j'avais peur. Elle parle assez cash, la présidente d'ATD Quart-Monte, André Percoff. Et cette pauvrophobie, elle nous touche tous, politiques, journalistes. Pauvrophobie, vraiment. C'est pas très heureux, mais... Etc. La cagophobe, comme disait Philippe Muret, ça va. Moi, je vais vous dire ce qui me gêne vraiment.
qu'on ait besoin de faire une journée contre la misère. Le refus de la misère. Qu'est-ce que c'est une journée? Une journée pour la femme, une journée pour ceci, une journée pour cela. La misère, c'est un problème permanent. Il y a le traité de façon permanente, que ce soit pour les petits, pour les autres. Déjà, ça, franchement, c'est pour moi assez obscène. Deuxièmement et surtout, oui, il y a un problème. Mais le problème, encore une fois, c'est de le traiter à la base et de ne pas le traiter comme à un moment donné, allez, médiatiquement, on va s'en emparer, on va faire un téléthon. Non, il y a quelque chose de grave, eh bien, traitons-le. Alors, bon, on va pas rire qu'à Faucon, mais je veux dire, on sait très 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 bien le problème du salaire médian en France, etc., etc. Est-ce qu'on peut changer les choses en profondeur ou pas? On attend de voir. Guillaume Perrault, tu n'aimais pas le terme non plus? Non, j'aime pas le terme, en effet, parce qu'il y a une course à la phobie, chacun veut être victime, et donc c'est une grande concurrence victimaire. On a l'impression qu'il y a 65 millions de personnes victimes de quelque chose en France. J'ajouterais que on peut dater l'émergence de cette sensibilité autour des grandes causes consensuelles. Évidemment, la misère qui peut défendre la misère, tout le monde, personne n'ose critiquer ce genre d'initiative. C'est dans les années 80. Et c'est concurrent de la fatigue des grandes idéologies collectives. On a vu ce thème de la nouvelle pauvreté émerger à la toute fin du septennat Giscard et se traduire politiquement pendant la présidentielle de 88. C'est-à-dire dans la lettre de Mitterrand à tous les Français, qui est donc son instrument de campagne, il y a un long passage sur la misère, et Mitterrand dit « j'ai visité un centre Emmaüs ou l'Abbé Pierre », quelque chose comme ça, et il raconte à peu près ce qu'on vient d'entendre, et c'est vraiment significatif de l'apparition des grandes causes consensuelles comme substitut à une idéologie collective pour mobiliser la société. Et du terme nouveau pauvre, c'est ça? Le terme nouveau pauvre, c'était un peu plus ancien parce qu'il y avait eu un rapport à la toute fin des années Giscard, vers 80-81, miraculeusement juste avant la présidentielle, qui lançait l'expression nouveau pauvre. Il ne faut pas oublier les Restos du Cœur. Oui. On jouait à l'époque 85. Oui, un peu avant, voilà, 85. Allez, moi je vais défendre Claire Hédon. Moi non plus, j'aime pas les formules avec phobie, pareil. En même temps, elle soulève un point qui est intéressant. C'est-à-dire, quel est son raisonnement? Il est de dire les élites, en résumé, ne connaissent pas cet univers-là, parce que ce n'est pas le leur, tout simplement. Voilà, et elle s'inclut dedans, ce qui est intéressant. Et donc, quand vous ne connaissez pas un univers, c'est presque mécanique, vous avez tendance à en avoir peur. C'est ça qu'elle explique. Elle n'a pas tout à fait tort. Son raisonnement n'est pas complètement erroné. Moi non plus, j'aime pas le terme pauvrophobie, mais sur ce point-là, je trouve qu'elle n'a pas tout à fait tort. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est le sujet de fond. Donc, le sujet de fond, c'est la pauvreté en France. Bon. Alors, sur ça, il y a des choses quand même à mon avis, qu'il faut pointer. La première chose, c'est que il y a évidemment trop de pauvres en France, d'accord. Par rapport à la moyenne européenne, moins pire que la plupart des autres. Si on prend les chiffres au CDE, on a quelques chiffres qui apparaissent là à l'écran. On est sur 14% de la population en France, selon d'ailleurs des études qui sont parues aujourd'hui, mises à jour par l'INSEE, l'OCDE. Et en Europe, c'est très en dessous. L'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie, tout ça, c'est très au-dessus en proportion de la population. En revanche, ce que vous avez en France, c'est des quartiers qui cumulent la totale. C'est-à-dire que, et ça, c'est l'échec de 40 ans de politique de la ville. Des milliards dépensés. Mais c'est ce que je dis. C'est l'échec de milliards dépensés, le tonneau des Danaïdes. Et là, vous avez des quartiers où il n'y a plus rien, là, pour le coup. Alors, et ça, c'est un sujet plus précis et plus compliqué qui mériterait probablement qu'il y ait une vraie politique de la ville. Vous m'offrez une excellente transition. On va revoir Claire Hédon, toujours la présidente d'ATD Guermantes, qui, sur le fond, réclame une complète refonte du logement social. Vous savez quoi? On est majoritairement, nous, avec des familles à qui on dit vous êtes trop pauvres pour bénéficier du logement social. Il faut une réforme complète du logement social. Et là-dessus, on pourrait rejoindre le gouvernement. On est absolument contre cette baisse des 5 € des APL. Parce que ça vous a choqué? Raymond aussi, ça vous a choqué? Oui. Mais 5 €, c'est énorme quand on est dans des situations de précarité. Donc, qu'est-ce qu'on renvoie comme message? En revanche, maintenant, nous, ce qu'on dit, il faudrait fixer le loyer, le montant du loyer, en fonction des revenus de la famille. Et là, elles pourront accéder au logement social. C'est pas une utopie, ça se fait au Québec. Cécile Crozel, le logement social, c'est effectivement le nœud du problème pour en tout cas une part de la... Alors en région parisienne et dans les grandes métropoles, clairement, il y a d'énormes problèmes de logement en France, ça c'est évident, de mal logement, de sans-abri. Il suffit de se promener, je vous invite dans le quartier notre quartier le soir, vous allez voir, c'est
spectaculaire. La nuit. Spectaculaire, parce spectaculaire, que le nombre de sans-abri qui dorment tout le long des Galeries Lafayette. Je vous invite à y aller à 10h le soir, vous allez voir. Voilà, rue de Rivoli, c'est assez... Ouais, c'est... Sans parler Stalingrad. Voilà, c'était très très frappant et très très dur à voir. Mais oui, et donc effectivement la politique du logement, ça on le sait, elle est assez inefficace. Il y a 18 milliards d'aides, d'APL, voilà, c'est le tonneau des Danaïdes pour un résultat très très mitigé. Et effectivement, beaucoup de personnes en difficulté, et des personnes qui travaillent aussi, qui n'ont pas accès au logement social. Donc oui. Valentin Pilac nous a rejoint. Valentin qui scrute les réseaux sociaux pour nous. Bonsoir. Vous allez nous dire un peu ce qu'on dit de cette question et vous soulignez, il y a deux tendances apparemment qui se dessinent, qui se dégagent. Oui, c'est ça exactement. Deux tendances, notamment une que vous partagez tous autour de ce plateau, celle du terme qui est détesté des internautes. Vraiment, le mot pauvrophobie, ils le détestent vraiment, ils ne l'apprécient pas du tout. On commence donc du coup avec ce tweet de JCT. Et une phobie de plus, je rebondis un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure sur la cagophobe, André, ou encore Tassandar, un barbarisme linguistique et idéologique, tout comme l'islamophobie. Un petit pic envers les associations aussi également, vu qu'elles utilisent ce terme de tata. Les associations feraient bien de ne pas donner de leçons, les Français donnent beaucoup, et c'est souvent ceux qui ont peu d'ailleurs, nous dit Tata. Mais c'est aussi l'occasion pour les internautes en fait de s'adresser au chef de l'État, avec Pomme C notamment, qui nous dit « Macron et son plan pauvreté alors qu'il mène une politique qui crée toujours plus de pauvreté et d'inégalité, c'est pathétique », dit-il. On a Taliane également qui parle de clichés. « Revoyons nos clichés et changeons de regard sur la pauvreté, il faut en finir avec la pauvrophobie ». Je terminerai avec ce commentaire sur le site du Figaro de l'amiral du 60, et qui pose une question plus intéressante. Il est un peu plus pragmatique. Au lieu de se lamenter sur les pauvres, il faudrait se demander déjà pourquoi et comment on en est arrivé là. Merci Valentin pour cette analyse. J'ajoute le commentaire de Chantal. Faire une journée de la pauvreté, c'est honteux. Un autre débat qui agite beaucoup ces derniers jours, c'est évidemment l'affaire Weinstein aux États-Unis et la déferlante provoquée par le hashtag Balance ton porc, qui ne s'arrête plus sur Twitter. Des noms de harceleurs supposés sont balancés sur la toile. Halte à la délation, crient les uns. Une salutaire libération de la parole se félicitent les autres. C'est le cas de Brigitte Macron, qui l'a dit publiquement, une position qui a été exprimée aussi par la garde des Sceaux Nicole Belloubet. C'était ce matin sur France Inter. On les écoute toutes les deux. Je suis très heureuse que les femmes parlent. Peut-être que ce sera un mal pour un bien. Il y a dans le mot porc et dans le mot balance, il y a finalement deux notions qui ne sont pas celles qu'on voudrait voir régir notre société. Les termes choisis sont volontairement choquants, mais c'est cela sans doute qui a aussi incité à libérer la parole. Guillaume Perrault, c'est le grand déballage ou c'est effectivement une libération de la parole ? Écoutez, si ça reste un témoignage qui ne désigne pas une personne, qui ne nomme pas les personnes, je peux comprendre qu'on ait envie de partager ces faits. Si en revanche on nomme les gens, là, ce qui a été fait. Je trouve ça extrêmement dangereux. Je trouve ça extrêmement dangereux parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle la présomption d'innocence. Je suis surpris que la garde des Sceaux n'en parle pas. Peut-être qu'elle en a parlé à un autre moment, un autre extrait de l'interview. Enfin, la présomption d'innocence en droit pénal, ça veut dire quelque chose. Et la diffamation, ça existe aussi. Et on peut tout à fait être victime d'une accusation calomnieuse. Donc ces réseaux sociaux, cette espèce de déferlante, sur ce plan-là, m'inspire de la méfiance. André Berkoff, juste, on a vu hier Bruno Le Maire qui a été obligé de faire un mea culpa en quelques heures. Il avait dit « j'aime pas la délation, c'est pas mon truc ». Et ensuite, il est revenu sur ça en disant « mais… » C'est extrêmement commune à Bruno Le Maire. Il a montré sa ductilité et sa souplesse d'échine dans des circonstances très diverses. Est-ce que c'est uniquement ça ? Non, mais je veux dire, le problème, il n'est pas là. Le problème, juste, écartons le paysage dans sa totalité. Il y a toujours eu, et ce n'est pas une excuse, c'est une explication, il y a toujours une omerta et une mafia là-dessus. Et y compris, et qui dit mafia dit omerta, et y compris dans ces histoires d'harcèlement sexuel. Rappelons-nous la garde rapprochée de Dominique Strauss-Kahn,
dont tout le monde, le petit monde, savait que c'était un prédateur, j'ai pas dit un violeur, mais un prédateur, et dont on a soigneusement caché ça pendant des années. Le petit milieu savait, les autres, ils n'avaient pas à savoir. Weinstein, c'est la même chose. Dans le milieu d'Hollywood. Hollywood, c'est la clé des rêves, c'est le fantasme formidable du cinéma mondial. Donc, oui, c'est un type qui n'est pas bien, on le sait, on l'a entendu vraiment, et moi qui ne suis pas du tout de Hollywood, quand je suis allé faire des reportages, on parlait il y a 5 ans de Harvey Weinstein et de ses parties. De ces parties, je parle au niveau des surprises parties, comme on peut dire, et bien... On en parlait, personne ne disait rien. Donc vous avez ça d'abord. Et les gens acceptaient et les gens se pliaient. Bon, aujourd'hui, ça explose. Et moi, je rejoins juste Guillaume Perrault. L'histoire, c'est le nom. À partir du moment où vous donnez des noms, là, ça devient du ressort de la justice. Et moi, je dis que les Françaises qui ont donné des noms, pourquoi elles n'attaquent pas en justice? Pourquoi elles ne déposent pas plainte? Bien sûr. Jean-Marc Four, Nicole Belloubet, garde des Sceaux, elle a effectivement parlé aussi de présomption d'innocence? Oui, bien sûr. Je pense que ce qu'elle voulait dire surtout, c'est que c'était salutaire, dans le sens où la parole se libère. Mais ça veut dire quoi, salutaire? Ça veut dire que, comme le disait André Berkoff à l'instant, il y a une omerta sur ces sujets-là et qu'il est grand temps que la parole se libère un peu plus et que la perspective se retourne, si vous voulez. Puisqu'on dit, enfin selon les enquêtes, malgré tout, que c'est à peu près une femme sur 5 qui, dans le courant de sa vie professionnelle, est l'objet d'harcèlement. C'est énorme. C'est énorme. Donc oui, moi je trouve que c'est salutaire. Voilà. Et je partage sans barguigner ce point de vue. Maintenant, il y a un autre sujet dans le sujet, et on l'évoquait à l'instant, c'est cette question on va dire de la délation ou de la diffamation, de ces risques-là. Alors moi, je vais avancer une autre explication à l'attitude de Bruno Le Maire. Peut-être qu'effectivement, c'est une caractéristique de Bruno Le Maire, mais au-delà de ça, je pense que ça dit quelque chose d'un peu plus profond sur la société française. Je pense qu'on a... je dis ça parce que je dis ça du haut de mon expérience britannique, d'avoir vécu plusieurs années en Grande-Bretagne. Vous avez été correspondant. La société britannique a un rapport très différent à cette chose-là. La société française est très marquée sur ces questions-là, c'est mon analyse, par la période de Vichy. Par le fait que dès l'instant où vous montrez quelqu'un du doigt, c'est perçu comme collabo, donc comme délation, comme corbeau, etc. On a une relation à ça qui est là où, à l'inverse, les Britanniques... Le name and shame, ça ne se pose pas de problème. Parce que... pour la culture, vous avez raison, mais c'est aussi la culture protestante. De la transparence. Je donne juste un élément d'explication. Les Britanniques voient ça comme un acte de citoyenneté. Quand ils vous expliquent ça, vous écarquez les yeux en tant que vous dites, mais comment ça, de la citoyenneté de montrer le voisin? Mais absolument, monsieur, si je vois que son voisin est en train de frapper son enfant, je dois le dénoncer. C'est un acte citoyen de solidarité avec la société et ses valeurs. Nous, on a un rapport à ça qui est extrêmement différent. Et je pense que l'épisode Le Maire, quelque part, était une sorte d'avatar de cette relation. Tous formidables parce que, encore une fois, une transition absolument toute trouvée. C'était la culture protestante, le modèle anglo-saxon. Pour Régis Debray, qui était hier soir l'invité des Lundis du Figaro, lors d'une conférence intitulée « La civilisation européenne au défi du nouveau monde », il s'agit d'une nouvelle manifestation du puritanisme, du néo-protestantisme, dit-il. Regardez. Cette idée, n'est-ce pas, qu'il faut être vertueux pour faire de la politique, excusez-moi, dans notre tradition, ça n'existe pas. Ça n'existe pas pour simple raison qu'il y a un fossé entre le privé et le public. Donc, on ne demande pas à un homme politique s'il est gentil avec sa femme, s'il a des maîtresses ou pas. C'est le privé, ça ne nous concerne pas. Ça s'appelle la laïcité, séparer 2 domaines. Dans ce monde néo-protestant, les domaines sont complètement interpénétrés, quoi. Il y a de la transparence entre le privé et le public, donc il y a la fin d'une séparation qui est tout de même fondamentale pour nous, qui était la séparation, pour aller vite, entre le citoyen et l'individu. André Berkoff, vous réagissiez en écoutant Régis Debray. Ça m'amuse que Régis Debray compare ça à la laïcité. Je ne vois pas ce que la laïcité c'est pas la même dans cette galère. Non, juste un mot simplement. C'est la différence, dit-il, entre l'individu et le citoyen. Oui, là il a raison. On demande les docteurs du roi. Oui, mais on ne demande absolument pas à un dirigeant d'être l'archange de l'Immaculée Conception. Ça, c'est clair. En revanche, s'il se conduit comme un porc au sens vrai du terme, est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'il soit sous les fourches codines de la morale?
Et je ne vois pas pourquoi il ne le serait pas sous prétexte que. Maintenant. Moi aussi, oui, je trouve qu'il y a quand même une espèce de confusion. On peut avoir des maîtresses à faire ça. Enfin, il y a quand même une énorme différence entre avoir des maîtresses pour être fidèle, ça c'est le problème avec sa femme, et d'agresser sexuellement une femme. C'est quand même rien à voir. Donc, je suis désolée. Voilà, de l'agression sexuelle, etc. Il est vrai que les deux, vous pouvez vous voir reprocher les l'un et l'autre. Non, mais là, ce qu'on reproche, rappelez-vous Kennedy. Ouais. Mais depuis, oui, mais c'était une autre époque. Non, mais là, ce qu'on reproche dans l'affaire Weinstein et ce qu'on reproche à DSK, c'est l'agression sexuelle. Bien sûr, mais ce que voulait dire Régis Debray, je crois, il a dit aussi... Vous allez nous décrypter le Régis Debray. Voilà, je suis debrayologue dans la mesure de mes petits moyens. C'est que le regard d'autrui était un substitut de Dieu, il a dit hier soir, dans la culture protestante. Donc on se mettait nu devant les autres, dans cette recherche de transparence, voilà, dans les pays protestants. Alors que dans les pays catholiques, il n'y a pas du tout cette tradition-là. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de ce contrôle social, avec l'idée que si on ment dans sa vie privée, on ne peut pas vous faire confiance dans votre comportement public, qu'avant on ne raisonnait pas du tout comme ça en France, et que maintenant ces traditions protestantes, américaines ou scandinaves viennent progressivement chez nous, ça c'est vrai. Moi je crois qu'il y a beaucoup plus grave, juste un mot, c'est qu'on est en train de perdre, peut-être, cette chose très française qui est la séduction, les madrigaux, etc. Ça, ce n'était pas le viol. Cette espèce d'extraordinaire complicité entre hommes et femmes qui se traduisait par vraiment une magnifique, des jeux d'esprit, pas seulement chez les écrivains, etc. Vous aviez la séduction. Aujourd'hui, ça va devenir, attention, on n'entre pas dans l'ascenseur, nous ne fermons pas la porte. Il ne faut quand même pas exagérer. Mais la galanterie, tout ça, ça se perd. C'est ça votre point. Aux États-Unis, et le pire, c'est le Québec. Voilà, et ça se perd sous les coups de la police, à la fois de la pensée et de la police des mœurs. Faites attention. Ouais, moi, j'espère que la société française et les femmes et les hommes sont assez intelligents pour trouver la limite entre la séduction et l'agression sexuelle. J'espère que tout se perdra. Et je ne crois pas qu'on va devenir américain. Espérons-le. Voilà. Il y a Théo qui nous dit, alors il revient sur Brigitte Macron, avec ses propos, devrait-elle s'engager sur ce sujet, avoir une voix qui porte? Pourquoi pas? Je reviens à ce que vous disiez les uns les autres sur la délation, ça devient quand on donne des noms et tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas une forme quand même d'hypocrisie? Parce que le succès du hashtag Balance ton porc sur Twitter, il est dû au fait aussi qu'il y a des noms qui ont été donnés. C'est problématique, effectivement, mais c'est ça qui fait le succès. Oui, le succès est parti quand même de Weinstein. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait les noms, par exemple, d'un certain nombre de journalistes français ou autres, de directeurs de chaînes de télévision, il y a eu quand même le fait que j'ai été agressé sexuellement. Et je le raconte. Et je raconte. Et c'est vrai que l'omerta, encore une fois, on a parlé de l'omerta. L'omerta est énorme. Il faut bien voir qu'il y a des femmes qui ont vraiment souffert, qui ont été traumatisées, parce que si elles parlaient, on disait « mais qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est pas vrai, tu étais consentant. » Et c'est encore vrai dans la rue et ailleurs. « Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu as provoqué, etc. etc. » Donc il y a quand même cette espèce d'extraordinaire chape de plomb qu'il y a eu et qu'il fallait que ça sorte. Et vous n'approuvez pas non plus le projet de loi sur le harcèlement, la répression du harcèlement de rue, qui pour, j'imagine, la frontière, là aussi est un peu ténue. Juste un mot, ça n'a rien à voir, mais ça a à voir. C'est la fin de la prescription uniquement de 20 ans sur les viols de mineurs. Ouais. Elle est en train de l'étendre. L'allongement du délai de prescription. L'allongement du délai de prescription qui me paraît fondamental par un crime comme la pédophilie. Vous êtes donc favorable à l'allongement du délai de prescription? Bien sûr, je suis même favorable qu'il n'y ait pas de prescription. Le texte... Comme pour les crimes, parce que c'est un débat, comme pour les crimes contre l'humanité, on ne dit pas de prescription, on met ça sur le même plan. Et précisons quand même que le projet de loi, le texte chez Marlène Schiappa, n'est pas un texte d'opportunité lié à l'affaire Weinstein, c'est quand même bon à rappeler. Il était dans les tuyaux avant, il se trouve qu'il tombe à ce moment-là. Bon, d'accord, mais en réalité, il était en préparation bien avant, il faut quand même préciser ça. Moi, je voudrais ajouter deux choses sur le fait que le succès de ce hashtag, de ce mot dièse, est quand même révélateur de ce qu'est Twitter. Un double titre. Premièrement, Twitter, c'est un risque, comporte cet aspect de délation potentielle. C'est quelque chose de consubstantiel à ce qu'est ce réseau social. Et ça, c'est un vrai problème, je trouve. D'autre part, et allons au fond des choses, Twitter est un réseau très utilisé par les journalistes. C'est le réseau social des journalistes. Et si ça a marché, c'est parce que
parce que vous avez des gens de médias ou de programmes ou d'informations qui ont dénoncé le fait que ça existe dans les médias. Et c'est aussi pour ça que le hashtag a démarré à fond la caisse pendant le week-end. C'est aussi pour ça. Oui, le bémol, attention de dire Twitter, c'est l'organe des journalistes. Oui, il ne faut pas voir ça du point de vue journaliste. Je vais vous dire, l'endroit où c'est une forte caisse de résonance interne aux journalistes. L'endroit où on attaque le plus des journalistes de la presse établie, c'est Twitter. Aussi. Twitter est une cible énorme. Aussi. Donc voilà, les deux. Alors, ce n'est pas forcément de nature à faire digérer leur PV aux automobilistes, mais leur argent ne sert pas, comme on l'entend souvent, à engraisser l'État. Le milliard des PV serait utilisé à plus de 90% pour la sécurité routière. Telle est la conclusion d'un rapport commandé par le ministère de l'Intérieur. Ce milliard, effectivement, il sert pour 30% à entretenir les PV, à en installer des nouveaux. C'est bien, c'est un cercle vertueux, André Berkoff. Il n'y a rien à dire, c'est la morale, c'est très bien. Si vraiment les 90%, ou combien vous dites 80%, servent à la sécurité routière, ben, que demande le peuple? Personnellement, je ne vois pas ce qu'il y a à dire là-dessus. Guillaume Perrault. Je crois me rappeler de vieux souvenirs de finances publiques qu'on ne doit pas affecter une recette de l'État à une dépense particulière, donc l'État est dans son droit à affecter. Ça va pas être, la loi n'a pas à préciser ça va servir à ça ou ça va servir à ça. C'est devenu une espèce de grande cause nationale depuis Chirac qui était parti en croisade là-dessus pendant son deuxième mandat. Parce que et effectivement, les chiffres ont été... les chiffres ont baissé. Bon, en même temps... il y a toujours le côté, on est de plus en plus surveillé, tensé, moralisé, ça peut aussi taper sur le système. Mais j'admets qu'il y a un argument dans le cas précis de la sécurité routière. Oui, il y a un argument, oui, effectivement, et je trouve de l'efficacité de la baisse du nombre de morts sur les routes quand même. Voilà, la peur du gendarme, ça marche. Alors, il y a un autre sujet comme ça, c'est la vie. Un autre sujet qui fait aussi beaucoup réagir, c'est celui qui est connexe, c'est celui des villes qui vont pouvoir, à partir du 1er janvier prochain, fixer elles-mêmes le montant des PV de stationnement. Alors, on l'a vu déjà, les prix s'envolent. Par exemple, dans le centre de Paris, ça sera 50 €, à Lyon 60. Enfin, bon, chacun fait comme il veut. C'est une façon de gagner de l'argent et de faire rentrer de l'argent dans les caisses. C'est une vieille histoire, ça, parce que moi, à l'époque où je suivais le budget, je m'en rappelle, et ça fait longtemps que les collectivités locales demandent ça, d'avoir la liberté de fixer les amendes. C'était longtemps 11 €, ce qui n'était pas du tout dissuasif. Voilà, c'est un des arguments, c'est de dire c'est 17 €, je crois, aujourd'hui. Pas assez, en tout cas, visiblement à Paris, tout ça. Donc oui, les gens ils iront leur mère ou pas, ils verront s'il y a ça aussi. C'est cohérent avec le principe de la décentralisation, ça réclame la responsabilité. Il y a un grand problème avec les finances locales, on ne sait jamais qui est responsable de quoi et à quoi sont imputables, à quel élu est imputable une hausse d'impôts locaux. C'est très compliqué de décrypter les feuilles que l'on reçoit. Bon, là on saura au moins à qui s'en prendre. C'est le maire. Allez voir monsieur le maire ou madame le maire. Moi je vais faire mon britannique, et ça remonte il y a 10 ans. Alors, c'est vous dire, à l'époque, quand vous dépassiez de 5 minutes le stationnement autorisé à Londres, vous preniez la prune, c'était 65 livres. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était 100 €. C'était il y a 10 ans. Je peux vous dire que vous le faites une fois, 2 fois, puis c'est terminé. Après, vous ne dépassez pas, ici à 2 heures de stationnement, vous revenez à 2 heures pile, vous êtes revenu. C'est recta. Oui, mais la France, c'est une règle rigide, une pratique molle. C'est un fait. Donc voilà que ça change. Quand on voit le Paris et les embarras de Paris. C'est un peu l'inverse. C'est une règle mode et une pratique rigide. Le seul problème, juste pour finir par rapport à ce que disait Guillaume Perrault, c'est qu'on aimerait bien, moi aussi, l'État peut être libre d'utiliser effectivement la main comme il veut. Sauf que quand on voit l'État à 57% du PIB des dépenses publiques, on aimerait avoir un léger regard un peu plus acéré sur les dépenses de l'État. D'accord avec ça. Alors, ils seront sur les routes également cet été, les coureurs du Tour de France. Je sais que le sujet vous inspire tous beaucoup. On a découvert cet après-midi le nouveau tracé. Le Tour de France partira de l'île de Noirmoutier, fera un grand tour, on le voit là à l'écran, un grand tour en Bretagne pour se monter vers le nord et vers Roubaix, et puis ensuite la partie des cols, des Pyrénées, des Alpes, et un
changement, enfin disons une nouveauté, c'est le plateau des Glières cette année, avec évidemment l'hommage à la résistance, mais cette particularité que ça se terminera sur un chemin et non plus sur route. Il y aura 2 km de chemin. Les forçats de... C'est Paris-Roubaix. Alors, mais il y a le retour des pavés. Le retour des pavés va dans le nord. Du côté d'Amiens. L'enfer du Nord. 25 km de pavés. Et ça, c'est toujours très spectaculaire pour les amateurs. Bon. Et vous allez voir refleurir à l'insu de son plein gré et les EPO. Voilà. Mais on attend un peu, là, on est encore dans la découverte du tracé. Le dopage, ça sera pour plus tard. Merci beaucoup à tous les 4. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez sur Figaro Life. Vous allez découvrir un focus présenté par Ariane Lecoeur avec Tristan V qui va tout vous expliquer sur cette découverte scientifique majeure sur les ondes gravitationnelles. C'est une révolution pour l'astrophysique. Merci, à bientôt.